Alors, c'est jamais facile de parler en fin de journée. Beaucoup commencent à être fatigués. Mais ça permet également de prendre un peu de recul sur toute la richesse des interventions depuis ce matin. Moi, j'avoue que je suis très impressionnée de la qualité et la complémentarité des échanges qui ont eu lieu depuis ce matin. Alors, justement, il y a plusieurs choses que je retiens, que vous avez sans doute bien perçues. C'est qu'on a passé une grande partie de la matinée à parler de l'acquisition de connaissances, finalement, indispensable pour pouvoir commencer à savoir déjà de quel état écologique on parle pour les lacs et à partir de là, vers quelle trajectoire il faut aller ou pour enrayer une dégradation ou pour la restaurer, voire pour la maintenir dans un état de qualité acceptable. Et c'est fondamental. J'ai bien noté aussi qu'il y avait finalement un frein important à cet état de connaissance et l'instrumentation. C'est sûr que c'est une problématique non négligeable, encore plus pour les scientifiques que pour les gestionnaires. Parce que les lacs, comme on l'a vu, et vous êtes encore plus expert que moi, eh bien, ont une grande variabilité dans le temps et dans l'espace en termes d'état écologique. Alors, pour le coup, on a également vu ce matin, et ça a été très bien décrit par la présentation par le syndicat de Grandlieu, c'est que finalement, un lac n'est que le réceptacle de ce qui se passe autour et en amont sur son bassin versant. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je voulais vous faire remonter un petit peu, effectivement, en amont sur ce bassin versant, de façon à être, pour être positif et constructif, de dire qu'il y a des solutions adaptées pour préserver la qualité fragile et vulnérable des lacs de plaine en particulier, mais également aussi des lacs alpins. Mais on l'a bien vu également que sur les lacs de plaine, qui est le cœur de notre problématique aujourd'hui, on n'a pas les mêmes conditions de vulnérabilité et de dégradabilité que sur des lacs alpins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de parler de gestion intégrée du cycle de l'eau ? Alors, sans faire trop compliqué, juste, je voudrais que vous voyiez qu'au milieu, voilà, rivière et lac, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, parler de la gestion intégrée du cycle de l'eau, c'est à la fois travailler sur le petit cycle de l'eau, qui est quelque chose des gestionnaires d'eau qui se fait quotidiennement depuis une centaine d'années, c'est-à-dire je prends de l'eau, je la traite, ça me sert d'eau potable, je la rejette, je l'épure et je la rejette au milieu. Mais ça, vous qui êtes encore plus opérateur et impliqué dans l'état écologique et l'évolution des lacs, vous voyez que ça ne suffit pas. On doit regarder ce qui se passe sur l'impact. Et pour ça, l'impact, on ne peut pas travailler sur l'impact si on ne travaille pas aussi avec une vision spatiale et temporelle un peu plus élargie en s'intéressant au grand cycle de l'eau. Et c'est à cette interface entre l'action du petit cycle de l'eau qui est très bien maîtrisée à tout point de vue, technique, modèle économique, où on a un modèle unique au monde avec le modèle des agences de bassin pour en permettre le financement et que l'eau paye l'eau, nous avons à travailler, et ça c'est un des enjeux des 10, 20, 30 prochaines années, qui est de travailler à un modèle de bonne gestion du grand cycle de l'eau, dans lequel on va trouver les lacs comme un réceptacle qui va être soumis, ça a été dit, à l'urbanisation croissante, en fonction de l'endroit où est situé le lac, qui va être soumis aux différentes influences d'usage, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient de loisirs, qu'elles soient de conflits d'usage, et également amplifiées par les effets du changement climatique. On parle plus facilement du pluvial et des inondations, mais il ne faut pas oublier, et les lacs, ça a été dit ce matin également, que les lacs sont aussi extrêmement sensibles et vulnérables aux effets sécheresse, puisqu'ils sont à nouveau que le réceptacle de débit. Alors voilà, je voulais rapidement vous brosser quelques solutions que l'on peut mettre en œuvre qui servent toutes l'intérêt d'une maîtrise et d'une contribution à la maîtrise des milieux aquatiques et notamment des lacs de plaine. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut agir sur le petit cycle de l'eau et on peut agir sur le grand cycle. Alors, sur le petit cycle, ça a déjà été évoqué ce matin. Je prends un exemple visuel, exprès, parce que je n'avais pas de photo au-dessus d'un lac, mais je voulais juste vous montrer le principe de base. Et aujourd'hui, 99% en France, nous avons cette chance, c'est d'avoir des stations d'épuration. Quand il n'y a pas de station, vous voyez ce que ça donne. Et quand on a une station d'épuration, eh bien après, on n'a plus ça.
ça c'est le reflet avant, vous voyez qu'il n'y a rien, mais c'est pareil dans des fonds de lac, ça a été le déversoir d'eau usée non traitée. Donc le premier maillon indispensable pour les décideurs, c'est déjà d'avoir des stations d'épuration qui ont un traitement qui soit adapté à l'enjeu de l'impact en fonction de la vulnérabilité du lac. Ça a déjà été un peu évoqué également. On voit bien que si un lac est oligotrophe ou pas, en fonction des degrés de vulnérabilité, eh bien, il va falloir adapter également la station d'épuration dans son traitement. Va-t-on traiter l'azote et le phosphore? Oui ou non? C'est bien en fonction du réceptacle aval que c'est important. Et j'ai un très bon contre-exemple qui a des années, qui est connu de certains, et ça a été évoqué, c'est le lac du Bourget. Le lac du Bourget a été à un moment trop épuré. On a fait une ceinture de corridors en faisant une épuration maximale, en arrêtant l'azote et le phosphore. Eh bien, on a complètement vidé le lac à un moment de sa faune et il a fallu le réensemencer. Donc, pour vous dire, parce que on avait chacun travaillé dans son coin, si je puis dire, chacun dans son silo de compétences, les épurateurs d'un côté et les gestionnaires de lac de l'autre. Et les uns et les autres ne se parlaient pas et il n'y avait pas d'intégration des enjeux. Alors ensuite, dans les solutions, ça a été également un peu abordé. Ici, nous sommes dans une région, ça a été évoqué, où le changement climatique, dans 15 ou 20 ans, il y aura moins d'eau. Même si les questions sont encore posées, comment on modélise cela? Eh bien, il y aura de toute façon, c'est le vent, aujourd'hui c'est la trajectoire. On est dans une région qui dépend des eaux de surface, également des lacs comme celui de Grandlieu. Et nous avons beaucoup d'usages et on a une population sédentaire qui migre sur ces régions proches du littoral. Je rappelle, 40% de la France se littoralise au sens littoral côtier marin. Donc une des solutions, en fonction du contexte, en fonction de la singularité du lac, plus ou moins proche d'enjeux urbains, eh bien on peut réutiliser les eaux traitées afin de soulager la prise d'eau en ressources et de réutiliser cette eau usée traitée pour des usages d'arrosage. Et ça a énormément d'avantages. Un qui a été déjà évoqué ce matin, c'est de réduire les intrants. Parce que quand vous arrosez un espace vert, qui soit un golf, qui soit des espaces verts classiques, bien, on n'est pas encore dans le zéro phyto. Donc, on rajoute souvent des intrants. Eh bien, une eau usée traitée, c'est une eau à valeur agronomique qui a un peu d'azote et un peu de phosphore en fonction de la station de traitement. Donc, ça permet de réduire les intrants sur les arrosages qui auront eu lieu. Et voilà un exemple donc de station en termes de traitement, de façon à arriver à ça. Alors, un exemple très près d'ici, c'est à Pornic. Le maire de Pornic a pris cette décision, cette volonté de ne pas priver sa commune d'un risque de rareté de l'eau et en même temps de préserver son aval, son impact côtier, littoral côtier, en développant et en étant un des deux premiers en France à mettre en place la réutilisation des eaux usées traitées. Et ça lui a permis eh bien, de réduire significativement les prélèvements en eau douce et de réduire les intrants sur le golfe principal de Pornic. Coup double, il valorise ses infrastructures publiques et donc les habitants voient la valorisation de leurs impôts locaux et également il valorise des usages économiques qui auraient été arrêtés en fonction de ce qu'il fallait faire sur la ressource pour la préserver. Donc on est bien dans un objectif d'exemple de solution, de maîtrise des usages en aval et d'amélioration de la qualité de l'eau. Voilà. Un autre exemple, je quitte la France puisqu'on a dit que c'était un colloque européen et je me suis dit j'ai cherché un exemple en Europe et j'ai pris le cas de Berlin. Berlin, pour ceux qui connaissent, qui est une ville qui a beaucoup évolué depuis la chute du mur de Berlin, avec, un peu comme en France, malheureusement, une chute de l'activité économique et donc avec une urbanisation à trous, si je puis dire, dans la ville très étendue de Berlin. Mais surtout, il y a une particularité à Berlin, c'est que les Berlinois ont un lac qui s'appelle le lac Tegel et on a travaillé typiquement à la restauration de ce lac qui est aujourd'hui un lieu pour ceux qui y vont d'eau de baignade, de qualité des eaux de baignade l'été, un peu comme au bord de la forêt d'Orient, mais qui est au cœur de la ville. Et la gestion du cycle de l'eau, on l'a pensé en utilisant et en réutilisant
l'infiltration naturelle des berges de ce lac, comme ça a été évoqué sur les lacs de la Gironde. Et donc, ainsi, on réduit complètement, on fait là aussi, on répond à plusieurs enjeux. On permet de satisfaire à la ressource, donc on ne prive pas la ville de Berlin de la ressource pour faire de l'eau potable, et en même temps, ça permet de revaloriser les usages. Voilà ce que ça donne en image. Vous voyez que le cœur de la ville, avec là la station d'épuration, est le cœur de la ville où les gens ensuite peuvent se baigner sur les bords du lac. Alors, si je vais encore plus loin dans d'autres solutions, on a parlé également de modélisation. On voit aussi que dans les impacts, on a un lien très fort, tout est en interaction, tout est en interface. Et vous voyez, quand on reprend le bassin versant, je ne vais pas vous faire un cours, mais vous le savez bien, eh bien tout arrive ou à la mer ou au lac. C'est une évidence biblique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous avons aussi travaillé, qui va au-delà finalement de ce que l'on fait classiquement dans le petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est traiter ça. C'est-à-dire, je collecte, je prends mes réseaux d'eau, je les traite et je les rejette au milieu. Eh bien, on a mis au point un système. Alors là, je l'ai fait en anglais parce qu'en fait, on avait démarré franco-anglais avec Audrey. Donc, comme ça, il y en aura aussi pour ceux qui sont en lecture anglaise. Donc, on a mis au point un outil qui s'appelle l'outil GIRAC, qui veut dire Gestion intégrée des réseaux d'assainissement côtiers, à la fois pour des rejets en impact littoral et également en impact rivière ou lac. L'objectif est bien de réduire les flux pluviaux qui vont arriver et qui vont être charriés par le bassin versant jusqu'au milieu aval. Et donc ensuite, c'est d'anticiper et de pouvoir informer en fonction des conditions locales. Donc on est dans de la modélisation qui est couplée avec de l'instrumentation. Alors voilà ce que ça donne. Non seulement on travaille sur les réseaux au niveau de l'urbain. Imaginez que le lac de Grandlieu soit à 5 km de la ville de Nantes. Donc on a toute la modélisation du réseau de la ville. On sait qu'en cas de très forte pluie, où sont les zones de vulnérabilité de dégradation de ce réseau, parce qu'à un moment, il ne peut pas absorber plus. Et on en regarde quels sont les impacts au milieu. Donc là, c'est un exemple dans le sud de la France, en région PACA, qui permet donc d'intégrer la gestion des flux pluviaux en fonction du degré de vulnérabilité, de ce que peuvent absorber un système d'assainissement et son impact au milieu. Et une fois que vous avez ça, eh ben ici, ça permet d'orienter les usages. Et ça permet d'orienter les solutions. Donc pour les décideurs, ça leur permet de montrer par l'exemple où faut-il porter son effort et avec quel type de solution pour réduire les impacts. Alors, un peu scientifiquement, donc voilà ce que ça donne, c'est qu'on a la pluie, on a un modèle hydraulique et un modèle sur la qualité de l'eau. Donc à la fois on suit les impacts hydrauliques, les impacts bactériologiques en fonction des usages que l'on veut. Là, on peut prendre l'exemple des usages de baignade, et donc qui nécessitent un suivi de la qualité bactériologique, et ainsi on peut prédire l'évolution et simuler les flux de pollution. Donc ça a deux intérêts. Le premier, c'est la maîtrise des usages. Donc là, c'est le cas sur une plage, où vous avez ici les pluies corrélées directement les montées des flux bactériens, et ainsi, en fonction du seuil de gestion acceptable et du seuil réglementaire, de pouvoir permettre une anticipation de l'usage aval qui est à cet endroit-là. On pourrait faire la même chose sur le bord des plages de la forêt d'Orient si on était derrière une zone urbaine. Deuxième avantage que cela a, c'est effectivement de permettre de choisir des solutions amont et de préservation d'autres types d'usages. Alors voilà une autre façon de le présenter. Vous voyez ici s'animer directement l'impact d'une pluie qui arrive avec son flux sur la zone recherchée. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a vu ce matin également qu'il est important également il y a d'autres solutions, de travailler
aussi encore plus proche avec la nature. Là, vous voyez que ces solutions sont quand même des solutions mécaniques. Elles ont l'avantage d'être efficaces, de prendre peu d'espace foncier, donc c'est très adapté dans des milieux qui sont semi-urbains ou urbains. Mais lorsqu'on est dans une région comme ici, où on est plus en zone semi-rurale ou rurale, eh bien, il est aussi important de travailler avec la nature et de redévelopper, de remettre au goût du jour, parce que ça existe. C'est pas des solutions novatrices plus que ça. Ce sont les infrastructures vertes, c'est-à-dire des ouvrages décentralisés qui utilisent la nature, qui font effet tampon et qui permettent de préserver des espaces sensibles comme des lacs. Donc, c'est toujours le même esprit, agir en amont au service du milieu. Alors, en même temps, ça a été évoqué ce matin, on a un point dur. Là, on est tous à la même enseigne, c'est la problématique de l'instrumentation. Et l'instrumentation sur des lacs de plaine est encore plus compliquée que sur des lacs de montagne ou en littoral marin ou en rivière. Pourquoi ? C'est vous qui le savez encore mieux. À cause de la stagnation des eaux, à cause du réchauffement des eaux, de la faible profondeur, qui fait que l'instrumentation qui sera mise dans les lacs, si c'est de l'instrumentation temps réel que l'on laisse, eh bien, il y aura un biais, une dégradabilité dans le temps en fonction du développement algal et des blooms algaux. Donc ça, aujourd'hui, ce sont des points durs, mais la France avance en instrumentation. On a connu une première génération d'instrumentation il y a une quinzaine d'années. C'était un gros appareil pour une sonde, un paramètre de mesure, et il fallait aller chercher la mesure. On a passé à une deuxième génération d'instrumentation où on a commencé, comme ça a été évoqué sur l'exemple des lacs alpins, de faire multisondes sur un paramètre, mais on le fait de façon ponctuelle, sans forcément rapatriement automatique de la donnée, parce que ça a un coût et ça a été évoqué. Et aujourd'hui, on arrive à la troisième génération, qui est ce type de bouée, qui s'appelle les bouées Smatch, d'un fabricant d'ailleurs français qui n'est pas loin d'ici, qui habite à Hennebont. Pour ceux qui le connaissent, c'est NKE, qui est leader sur le marché français et également en Amérique. Et puis Iginus, qui est également une société bretonne de l'Ouest, donc français. Donc ce sont deux sociétés qui font de la fabrication d'instruments de troisième génération, qui permet d'avoir du rapatriement en temps réel de la donnée. Et on peut ainsi mieux qualifier l'état physico-chimique d'un milieu, notamment d'un milieu comme un lac qui soit d'eau douce ou marin. Un point dur qu'il reste, c'est l'évolution dans le temps et la dégradabilité de la mesure obtenue compte tenu du développement algal qui va venir à un moment se mettre sur les sondes. Donc ça, c'est encore un coût non négligeable. Pour information, une petite bouée comme ça, équipée de 6 jusqu'à 7 paramètres de sonde, il faut compter entre 5 et 10 000 euros. La sonde installée, mais qui permet de rapatrier de la donnée ensuite, eh bien, à la minute, à la seconde, à la semaine, en fonction des objectifs qu'on se donne. Dernier exemple que je voulais aborder aussi, on l'a évoqué sur la problématique changement climatique, c'est comment on va soulager les abords de notre lac, qu'ils soient là alpins ou montagne ou bord de mer. Eh bien, c'est de mettre en place des ouvrages décentralisés à côté des réseaux qui vont faire tampon. Et alors, on l'a déjà évoqué et ça a été dit également, on parle de zone humide, qui est une des solutions, mais également on peut faire des ouvrages dans des endroits où il y a encore une problématique foncière, là où notamment le Conservatoire du littoral ne peut pas forcément préempter, et on sait que l'enjeu foncier est clé, la rareté foncière est un enjeu important. Eh bien, une solution, c'est de mettre des bassins tampons qui sont télégérés et pilotés en fonction des modélisations des arrivées de pluie qui vont se produire. Et ça va permettre de soulager et d'éviter la dégradabilité aval d'une zone de lac ou d'une zone de bord de mer par rapport aux usages. C'est des choses qui commencent à se développer. Par exemple, c'est une réflexion qui est menée sur la ville de Paris pour pouvoir redonner des usages de baignade en amont de la ville de Paris, sur le bassin de la Villette ou sur d'autres. Alors vous allez me dire c'est artificiel, je suis d'accord, mais on peut faire le même exercice sur des zones de lacs naturels, de se dire c'est une des solutions possibles. Et puis bien sûr, bien la zone humide, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est une solution, un corridor naturel, une barrière naturelle qui va venir bien évidemment protéger les usages en aval.
Voilà, donc, pour terminer, je voulais juste rester sur cette image également très lac. Voilà, pour vous dire que je pense qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a besoin de construire cette chaîne de valeur qui est d'acquérir de la connaissance de façon à déterminer la vulnérabilité d'un lac, d'ainsi de voir quelles sont les évolutions qu'on peut mener et les solutions à mener que les décideurs auront le courage et la volonté de prendre, parce que comme vous le savez tous, le point faible de notre affaire, c'est que c'est évolutif et spatialement et temporellement dans le temps, mais avec des effets spatiaux et temporels qui sont à l'horizon 5, 10, 15 ou 20 ans. Et vous savez que c'est malheureusement pas forcément le temps de la décision politique. Donc il faut qu'on amène et qu'on travaille ensemble pour amener ainsi à rassurer et garder la bonne trajectoire pour l'intérêt général des milieux aquatiques. Voilà, je vous remercie. Donc on s'est éloigné un petit peu des lacs, mais on a vu les actions pour sauvegarder, préserver. Donc des questions par rapport à cette présentation. Patrick ? Bonsoir. Vous avez surtout développé des exemples techniques, ce qui est normal, j'allais dire, dans votre profession. On peut bien comprendre ça. L'idée que j'avais, c'est que il me semble que l'acceptabilité sociale des solutions techniques, elle passe de moins en moins naturellement dans les décisions politiques. Et un moment qui va se passer, c'est notamment en termes de gouvernance, l'acceptation à payer des usagers par rapport au coût des infrastructures. Je pense que ce qui manque dans l'approche peut-être globale, c'est effectivement cette composante de gouvernance là, où à un moment, ce que vous avez cité comme outils du petit cycle de l'eau, qui sont des outils essentiellement techniques sur lesquels vous avez insisté, qui sont des outils pour moi de court terme, avec des outils de moyen long terme qui sont des outils plus naturels, tout ça rentre dans une composante globale qui a un coût social et qui doit être éminemment discuté avec les intéressés. Ça me paraît un petit peu sécuriser l'avenir. Et ça va dans le sens de la collègue qui avait parlé tout à l'heure de la difficulté à mobiliser des fonds sur des suivis à long terme. Je pense qu'il faut absolument à un moment donné accrocher les usagers à la décision, quoi. Alors, je vous remercie de poser la question. Elle est fondamentale. Et je l'ai dit au début, effectivement, la différence fondamentale entre le petit et le grand cycle de l'eau, il est sur ce que vous dites. C'est-à-dire que les solutions, elles existent. Il est sur le modèle économique qui soit acceptable par tout le monde. Le petit cycle de l'eau, on n'en revient pas là-dessus. C'est un modèle qui tourne, qui fait école, grâce au modèle des agences de bassin. En revanche, on ne peut pas, effectivement, faire peser sur l'usager les infrastructures sur le grand cycle de l'eau. Alors, je répondrai dans deux axes. Le premier, là où on peut agir, qui se fait encore peu, parce que c'est la tradition française depuis l'école, où on a tout le temps dit un objet, une infrastructure, un objectif, une action. C'est fini ce temps-là. Quand je vous ai donné l'exemple, c'est fini au sens c'est pas acceptable financièrement. Quand je vous donne l'exemple de réutiliser les eaux usées traitées, pour moi c'est le meilleur des exemples. Vous construisez, aidé par les agences de bassin, que l'on paye sur nos factures d'eau pendant 15, 20 ou 30 ans, une station d'épuration qui permet de préserver l'environnement. Parce que ce que les gens oublient, c'est que si on n'avait pas ça, pas ce modèle, on n'aurait pas la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, préserver l'environnement se fait sur ça. Si vous allez à l'étranger, vous verrez que ça n'a rien à voir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a investi, par exemple, dans une station d'épuration, qui ensuite, effectivement, sur le modèle des factures. Cette station d'épuration, je vous montre que comme les niveaux de traitement ont été améliorés, sont de très haut niveau, c'est ridicule lorsque de ne pas réutiliser une partie de l'eau usée traitée, qui est rejetée dans les rivières en aval dès lors que le débit d'étiage est soutenu. Si le débit d'étiage n'est pas soutenu, bien évidemment. Mais dès lors que le débit d'étiage est soutenu, pourquoi ne pas réutiliser une partie de cette eau usée traitée pour en faire les usages dont on a besoin avec cette eau usée traitée? C'est faire un peu d'économie, de rentrer dans cette économie circulaire.
Mais pour être entré là-dedans, et je loue encore le maire de Pornic qui a été un des précurseurs dans ce domaine pour bousculer la réglementation française, on est là dans un millefeuille administratif et les agences aussi sont confrontées à ce problème. C'est quelque part, il faut changer le statut de l'eau usée traitée qui va devenir une nouvelle ressource. Donc, mais là, on a une solution qui est acceptable par la population et supportable économiquement parce qu'on a déjà payé l'infrastructure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est là où vous dites qu'il est plus délicat, et là, on est au début. Je n'ai pas la solution en tout cas, ça peut être un débat avec les agences de bassin. C'est les infrastructures vertes sur le grand cycle de l'eau, notamment pour atténuer les effets du changement climatique. Et là, il y a eu le lancement aujourd'hui de la loi GEMAPI qui va s'appliquer la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations, qui s'applique à partir du 1er janvier 2018. Là, on repart dans un modèle franco-français qui est pour moi, je suis d'accord avec vous, pas tellement acceptable, qui est une taxe à l'habitant. Donc là, on est au cœur à nouveau de se dire quel va être demain le bon modèle économique pour préserver le grand cycle de l'eau dans lequel vont rentrer les lacs. Et là, on retombe sur notre sujet. Comment demain on va préserver les lacs de plaine et les lacs alpins? Comment demain on va financer les instrumentations nécessaires à l'enregistrement de l'évolution de l'état écologique des lacs? On rentre là-dedans. Et là, je pense qu'il faut que tous ensemble, on change de paradigme et qu'on arrête effectivement de penser à chaque fois mono-fonction, mono-usage. Parce qu'on ne peut plus se permettre de payer ça et d'intégrer ainsi, et je reprends le terme deuxième partie du titre, qui est la valorisation des lacs, c'est-à-dire de donner de la valeur à la préservation écologique de nos lacs. Et c'est là qu'on y trouvera la solution. Mais c'est vrai que la question est encore devant nous et la réponse aussi. Merci beaucoup. Donc je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là, c'est pas du tout mon domaine de compétence en tant qu'agence de l'eau. Donc il y a d'autres personnes beaucoup plus qualifiées que moi qui pourraient répondre sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres Pour le petit cycle de l'eau, on sait faire, vous savez faire. Pour le grand cycle de l'eau, lorsque la majorité de la pollution est d'origine diffuse agricole et non pas urbaine, comment on fait ? Alors, c'est effectivement un des sujets difficiles. On le fait aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées en amont, c'est-à-dire dans le changement des pratiques agricoles. Là, ça passe par, bien sûr, une problématique d'acceptabilité, de changement des pratiques agricoles, culturelles, en fonction de l'endroit où sont implantés les agriculteurs. Moi-même, j'ai démarré dans cette activité en Vendée, justement, où les agriculteurs avaient du mal à comprendre, et c'était les débuts, à se dire mais pourquoi on me tombe sur moi, pourquoi on me demande à moi d'évoluer. Et en fait, c'est d'expliquer que malheureusement, il y a des endroits, en fonction des pratiques culturelles, qui ont un impact plus important sur la ressource en eau et sur les impacts aval. Donc, premièrement, c'est d'aider les agriculteurs, mais ça maintenant aujourd'hui, je crois que c'est bien ancré et c'est bien accepté, c'est les évolutions des changements des pratiques culturelles. Deuxième chose, on a commencé à l'évoquer, il y a des outils de solutions comme celui que mène le Conservatoire du littoral, c'est de préempter des zones qui vont faire tampon, en périphérie de zones humides, voire de zones humides. Ça peut être des solutions. Et c'est ce qui a été évoqué ce matin. Moi, j'ai été très touchée par la présentation de François sur la partie temporelle. Quand il a dit « je suis né là, voilà la photo de départ, voilà la photo d'arrivée ». Vous avez une autre solution. Finalement, c'est de l'aménagement urbain et du territoire dans le remembrement, etc., pour bloquer le lessivage. Voilà. Et donc, je pense que c'est la combinaison de tout cela. Ce qui est très difficile, c'est comme il l'a dit, je ne suis pas le palier de temps entre les deux, mais voilà, c'est 20, 30, 40 ans. Et c'est ça qui est très difficile. Mais, comme on a le changement climatique, les choses s'accélèrent. Le temps de résidence diminue, le temps de lessivage est plus rapide, donc il va falloir agir. Et il faut vraiment agir sur de la décentralisation d'ouvrages naturels pour faire tampon, à mon sens. Merci beaucoup. D'autres questions ?
Bonjour, merci beaucoup pour votre communication. J'ai bien apprécié le côté de l'usage des eaux traitées pour une nouvelle réutilisation. Je me posais juste une petite question à ce sujet-là et savoir si vous avez été un petit peu plus loin, parce que les stations d'épuration sont effectivement pas toutes parfaites et il y a un certain nombre de choses qui restent et qui sont pas traitées. Je pense notamment aux contaminants plutôt toxiques ou antibiotiques ou ce genre de choses. Et je me demandais si vous avez évalué cet effet-là qu'il pourrait avoir en termes de relargage sur le reste de l'environnement. Auparavant, c'était concentré dans les eaux, donc tant mieux pour le milieu aquatique, mais pour les autres milieux, quel pourrait être l'impact? Est-ce que c'est un effet de dilution qui serait suffisamment important pour pouvoir passer outre, ou est-ce que vous n'avez pas du tout pris en compte pour l'instant ce volet-là? Voilà, merci. Alors c'est un sujet complexe, on peut en parler pendant des heures. Je suis effectivement passé vite. Sur la réutilisation des eaux usées traitées, la priorité, c'est le côté sanitaire, bactériologique et virus. Donc là, il faut de la désinfection. Donc toutes les stations qui peuvent faire de la réutilisation d'eau usée traitée, on leur demande de compléter le traitement, mais aujourd'hui, il y en a vraiment de plus en plus, avoir une désinfection en aval. Sur les micropolluants, les produits médicamenteux, j'ai un exemple, nous travaillons autour du bassin d'Arcachon, à la préservation du bassin. Donc d'une part, il y a eu cette collecte de réseaux, comme au lac du Bourget, il n'y a aucune eau usée non traitée qui retourne au bassin. Mais en revanche, on a mis de l'instrumentation et les stations d'épuration au jour d'aujourd'hui ne sont pas et n'avaient pas été conçues pour pouvoir traiter les micropolluants médicamenteux. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et l'évolution de l'instrumentation et des niveaux d'analyse ont fait que plus on abaisse les seuils de détection, plus on trouve de choses, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, sur le bassin d'Arcachon, nous faisons actuellement une étude de recherche avec les gens du syndicat pour faire une évaluation des matrices de micropolluants organiques, notamment et médicamenteux, en amont au niveau du départ de ce qui est rejeté dans les réseaux d'assainissement. Et on voit bien évidemment que autour de l'hôpital, sur le réseau de l'hôpital, eh bien il y en a plus que sur le réseau entre guillemets urbain classique représentant des gens comme vous et moi en résidentiel. Et donc on démarre à nouveau, comme pour ce que l'on a dit tout au long de la journée, une analyse d'abord de la connaissance, une acquisition de connaissances, pour pouvoir ensuite commencer à élaborer les scénarios d'évolution des stations de traitement. Les traitements, on trouve. Tous les traitements existent. Il existe des traitements pour traiter les micropolluants, mais ça ne faisait pas partie des priorités dans les niveaux de traitement qui étaient depuis des années. Donc maintenant, on est là-dedans. Donc pour vous rassurer, oui, les traitements existent, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. À nouveau, acquisition de connaissances, analyse de scénarios et voir les solutions du plus amont au plus aval qu'on puisse agir de concert pour qu'à l'arrivée, ça soit acceptable par tout le monde, bien évidemment. Bien, sur ce sujet très complexe, ça a scotché tout le monde, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors c'est vrai qu'avec ça, on tape dans le dur aussi, c'est-à-dire c'est des molécules... Voilà, pour l'instant, on a du mal à analyser aussi dans le milieu, dans les lacs, on ne parle pas, donc il y a des taux de dilution extrêmement importants, des détections, des seuils de détection très, très bas. Les laboratoires ne sont pas toujours en mesure aussi de faire des analyses correctes, donc c'est effectivement un sujet très compliqué, quoi. C'est un peu le sommet de l'iceberg oui. Par rapport à toutes ces molécules chimiques qu'on envoie. Moi, ce qui me paraît le sujet important par rapport à au sujet de l'état écologique des lacs de plaine, encore plus que des lacs de montagne, par rapport à nos complémentarités d'expertise, ça a été évoqué dans une question tout à l'heure, c'est finalement, faut-il maintenir et faire en sorte de maintenir des niveaux hydrauliques plutôt stables, de stabilité, ou faut-il au contraire jouer sur la variabilité ? À mon sens, ça c'est une vraie question de fond où l'acquisition de connaissances doit pouvoir donner 2 ou 3 scénarios d'orientation pour restaurer ou éviter la dégradation et la vulnérabilité. Parce que moi, dans ce que je vous ai présenté, il y a les solutions dans les 2 cas.
Faut-il ou pas jouer sur la dynamique des flux, vider, remplir, un peu comme la logique à la forêt d'Orient, ou faut-il au contraire maintenir des niveaux stables en jonglant et avec les effets sur la qualité, la faune, la flore, etc. Je pense que ça, c'est une vraie question à se poser pour orienter, parce que on est en plus avec l'aléa permanent d'alternance entre de la pluie et de la sécheresse. Bon, ben, je pense que vous avez fait le travail de la synthèse, donc c'est impeccable. Donc on va pouvoir. Non, mais c'est très louable. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé. Très intéressant.